Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invité du jour a eu un très beau parcours politique au niveau local, mais également plusieurs fois ministre. On va évoquer tout cela avec lui. Bonjour Jean Glavani. Bonjour. Alors comment a débuté votre carrière politique? Ma carrière politique a commencé par le militantisme au sein du Parti socialiste dans les années 70, que j'ai adhéré au Parti socialiste en 1973 et que en 75 je suis devenu assez rapidement assistant du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui était présidé par Gaston Defferre. Oui. Et en 79 je suis devenu délégué général auprès du premier secrétaire du Parti socialiste, qui était François Mitterrand, qui n'était pas encore président de la République, et j'ai commencé à travailler avec lui 2 ans et demi avant son accession au pouvoir, ce qui m'a permis de vivre la montée vers le pouvoir et notamment Hmm. la campagne de 81 de très près, au cœur du dispositif. Oui, oui, il vous avait choisi pour être l'un de ses plus proches collaborateurs. Oui, il m'avait choisi à l'issue d'une élection cantonale où je m'étais présenté dans la banlieue parisienne, parce que j'étais secrétaire de la section socialiste locale à Issy-les-Moulineaux, une élection ingagnable parce que c'était un fief de la droite, mais il était venu me soutenir et le lendemain, je sais pas, je lui avais peut-être, je dirais pas tapé dans l'œil, mais en tout cas on avait sympathisé. Hmm. Et le lendemain, il a dit à Jox et à Jospin qu'il voulait m'embaucher pour m'avoir auprès de lui. Et j'ai été reçu comme ça dans son bureau de la rue Bièvre quelques jours après, où il m'a proposé de travailler à ses côtés. Et donc vous allez être chef de cabinet à l'Élysée donc tout le premier septennat. Ça doit être une expérience incroyable. Ça a été une expérience assez enivrante à bien des égards. Ce qui marquait beaucoup la première équipe de l'Élysée, c'est que il y avait très peu d'énarques. Il y avait des militants. Et la nomination de Pierre Bérégovoy au poste de secrétaire général de l'Élysée. Pierre Bérégovoy, fort de ses 2 CAP Oui, et de son oui. passé au Gaz de France, Ouais, l'histoire est était un belle, oui. militant de la gauche formidable, et sur ce poste qui était très envié, qui était, j'allais dire, reluqué par tous les énarques de très haut niveau de gauche, y compris certains qui en ont été maris. Cette nomination a été très symbolique de cette première équipe où on était beaucoup de militants avec beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps, reconnaissons-le, avec beaucoup d'inexpérience. D'ailleurs, Hmm. c'était aussi la marque du gouvernement de la République. Sur les 40 ministres, il n'y en avait que 3 ou 4 qui avaient eu déjà une expérience Et oui, ministérielle. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors après, localement, vous allez vous implanter donc dans la région Midi-Pyrénées, hein, dans les Hautes-Pyrénées. Pourquoi ce choix? Ouais, parce que François Mitterrand nous poussait, tous les jeunes qui étaient autour de lui, systématiquement à aller vivre l'aventure Oui, électorale. Il nous poussait, il nous poussait, il nous poussait. Il voulait semer comme ça partout à travers la France. Il me l'avait proposé déjà une dizaine de fois dans des circonscriptions. Puis je lui avais dit non, moi, j'irai suivre votre conseil, mais c'est moi qui choisirai l'endroit, pas ah oui. vous. Je veux aller dans des endroits. Voilà, donc j'aime les paysages, l'accent, la bouffe, la culture, les chansons, et j'étais plutôt Ah oui, oui. rugby pyrénées que choucroute Cronenbourg, quoi, si j'ose dire. Et donc, comme j'étais un fou de rugby, je suis allé dans les terres du Sud-Ouest. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ouais. Je crois que vous quittez votre dernier mandat électif, non? C'est une page de tournée, mais j'en ai déjà tourné tellement que celle-là ne me marque pas Oui. plus que d'autres. Ouais. Donc en 1992, vous rentrez pour la première fois dans le gouvernement, donc le gouvernement Bérégovoy, comme secrétaire d'État à l'enseignement technique. Vous êtes fier à ce moment-là? À ce moment-là, oui, parce que c'est comme pour des sportifs de haut niveau, une première sélection en Hmm. équipe de France, et Oui. donc on est fier de servir son pays au plus haut niveau, d'être dans le gouvernement de la République, de siéger au Conseil des ministres, au Palais de l'Élysée, en plus auprès de 2 hommes qui m'étaient particulièrement chers, évidemment François Mitterrand qui était le président de la République, et puis Pierre Bérégovoy, Premier ministre, dont j'étais très proche aussi, Hmm. avec qui j'ai travaillé plusieurs années. Donc oui, j'étais très fier, et en même temps, la situation était politiquement extrêmement difficile, Eh oui, oui, oui. et la gauche était en perdition, Ouais. et on n'a pas pu redresser la barre avant 93. Mais enfin, ça reste pour moi une expérience tout à fait enrichissante. Donc vous reviendrez au gouvernement en 1998 comme ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Quelles ont été vos priorités à ce poste? Oh, j'en ai eu plusieurs, mais on a eu d'abord à négocier la nouvelle PAC de l'an Oui. 2000, qui était un Hmm. dossier très lourd où il fallait faire, prendre un virage à l'agriculture européenne et notamment française.
un virage qui déjà intuitivement était celui de la qualité des productions, des produits, de la préservation des sols, de préservation des nappes phréatiques, de l'eau. On sentait, et moi en particulier, intuitivement qu'il fallait aller fort dans ce sens et le plus vite possible. Évidemment, tous les conservatismes et ont freiné cette évolution, mais ça a été à travers, par exemple, l'expérience des contrats territoriaux d'exploitation, l'idée qu'il fallait avoir une approche territoriale et qualitative de l'agriculture plutôt que simplement productiviste. On a semé une graine, me semble-t-il, à ce moment-là, qui germe quelques années plus tard. En 2002, vous êtes directeur de campagne de Lionel Jospin. Est-ce que vous êtes remis du choc du résultat 20 ans après Oui, quand même. Je m'en suis remis en quelques semaines, quelques mois. C'est une expérience extrêmement douloureuse. Enfin, oui, mais vous savez, je suis j'ai été passionnément amoureux de l'Afrique du Sud et de la lutte contre l'apartheid. J'étais un militant anti-apartheid. J'ai rencontré Mandela à 3 reprises. Je m'ai noué une relation personnelle avec lui parce que j'avais assisté comme observateur aux premières élections libres en Afrique du Sud en 1994. Et j'ai appris quelque chose de Mandela qui disait toujours « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Eh bien, en 2002, je n'ai pas gagné, mais j'ai appris. Oui. Alors, Jean Glavany, votre actualité, donc, c'est un ouvrage, 3000 ans après Ulysse. C'est une sorte d'odyssée en mer Méditerranée. C'est un essai géopolitique sur ce qu'est devenu la Méditerranée et la civilisation méditerranéenne 3000 ans après l'Odyssée d'Ulysse, qui, à travers son épopée, ses rencontres, ses allégories, la rencontre avec les sirènes, les Lestrigons, les Lotophages, les Cyclopes, et ses amours avec Calypso ou d'autres, Homère avait décrit la civilisation méditerranéenne de l'époque. Et j'ai voulu allier, non pas sur les traces d'Ulysse pour retrouver la Méditerranée de l'époque, mais pour savoir ce qu'était devenu cette civilisation méditerranéenne 3000 ans après. Et voilà, fort de quelques navigations nombreuses que j'ai faites en Méditerranée, fort de beaucoup de voyages d'études que j'ai fait pour la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, notamment dans tout le monde arabe, j'ai essayé de retrouver ce qu'étaient aujourd'hui ces sirènes, ces cyclopes, ces Lestrigons, ces Lotophages, c'est-à-dire toutes ces allégories que j'ai essayé de transposer dans le XXIe siècle. Il y a pas mal de sensibilité, d'humanisme dans ce livre, non ? Oui, parce que seule la chose humaine m'intéresse, et donc c'est vrai que ce qui me motive le plus, ce sont les relations humaines, et c'est vrai que j'ai invité à mon bord, si j'ose dire, d'autres allégories, en tout cas dans le livre, à me rencontrer et à parler avec moi de ce sujet des amis ou des personnalités comme Gilles Kepel ou Jean-Noël Jeannet ou Charles Anderlin ou le père d'Yvan Colonna en Corse, Jean-Luc Colonna qui est un ancien député, pour parler de la violence en Corse et pour moi de faire ce travail à partir de rencontres humaines avec des gens qui connaissent leur sujet, c'était très enrichissant aussi. Et malgré le contexte, vous arrivez à rencontrer votre public pour échanger autour de cet ouvrage ? C'est pas très facile d'avoir des rencontres avec le public dans la période de pandémie où les rencontres publiques sont pas permis, sont pas autorisées, mais bon. Peut-être cet été, du coup. Peut-être cet été, voilà, absolument. Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler ? Je vais continuer. Vous savez, ma vie s'organise autour de nouvelles choses. Je m'occupe beaucoup d'une fondation de recherche médicale qui s'appelle l'Institut du cerveau, qui est une belle aventure avec le professeur Saillant, avec Jean Todt, avec d'autres amis, qui est une des très belles réussites de la recherche française dont je suis administrateur et dont je m'occupe aussi, pas à mi-temps, mais pas loin. J'enseigne à Sciences Po, j'écris d'autres livres. Je vais finir par écrire un livre sur François Mitterrand que tout le monde me presse d'écrire. Oui, j'imagine. Bref, j'ai plein de projets. J'ai d'autres projets de navigation, de voyage, d'études. Donc la vie est belle, vous savez. Parfait. Bon. On vous souhaite pleine réussite dans tous ces projets et merci beaucoup de s'être prêté au jeu de l'émission.